les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont eu une démarche commune. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé et donc de leur maladie. Ils ont décidé de ne pas se considérer comme des victimes. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit, puisque vous nous écoutez la plupart du temps en train de manger. Et je vais vous présenter un ovni comme je les aime aujourd'hui. Le docteur Yann Tiberghien est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Ça fait super longtemps qu'on me dit tu devrais le rencontrer. Vous n'êtes pas facile à rencontrer. Vous êtes médecin généraliste, mais vous exercez où ? Alors, je suis médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur et je suis installé aux Antilles. Donc, c'est pour ça que vous avez du mal à me joindre parce qu'il y a un décalage horaire et il faut faire 8000 km pour venir vous voir. On peut dire où, aux Antilles ou pas ? Oui, bien sûr. J'habite à Saint-Barthélemy, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Là, je suis là à Paris quelques jours. Exactement, pour venir te voir. Bon, vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la balle. Votre père était médecin. Et quand vous étiez enfant, vous avez été tenté d'être guérisseur, que vous n'avez pas fait. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dégonflé ? C'est pas être dégonflé, c'est être raisonnable, je vais dire, parce qu'en fait, effectivement, j'ai toujours été attiré, comme tu le dis, par les médecines dites alternatives et non conventionnelles. Et je pratique et j'exerce la médecine, donc, conventionnelle. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes non médecin et que vous êtes pratiquant de médecine non conventionnelle, le risque c'est d'être facilement attaqué. Tandis que lorsque vous êtes médecin, que vous êtes aisé et donc vous êtes docteur en médecine, vous avez le droit de pratiquer des médecines non conventionnelles du moment que vous êtes raisonnable dans leur application et dans leur développement. À quel moment vous avez compris ça ? Très jeune âge. Que vous n'auriez pas pu être finalement le médecin non conventionnel que vous auriez aimé être. J'ai compris ça tout simplement dès que j'ai vu mon père être, j'allais dire, en présence de choses extrêmement surprenantes et que lui a décidé effectivement donc de ne pas les écouter. Et progressivement, donc dès l'âge de, dès l'âge que je savais parler, on va dire, dès l'âge de 5 ans, je savais que je voulais être médecin. Et je savais que je voulais être médecin pour effectivement donc développer cette partie en moi qui était de la médecine non conventionnelle et de façon à le faire de façon légale, on va dire. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Ils étaient tous condamnés, 11 miraculés racontent aux presses du Châtelet ». Alors c'est d'abord un livre de témoignages de patients, tous atteints d'un cancer en phase terminale et qui ont décidé de témoigner et qui ont survécu alors qu'ils étaient tous condamnés par la médecine. Alors expliquez-nous déjà dans quel cadre vous avez été amené à rencontrer ces gens. Alors, c'était dans le cadre d'une thèse de docteur en médecine. Et donc, quand vous faites une thèse de docteur en médecine, vous devez choisir un président de jury. Ça a été le professeur Pujol. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui accepte de soutenir un tel sujet parce que ça ne s'était jamais fait encore. Et donc, j'ai pu rencontrer entre 200 à 250 patients, ou plutôt 250 dossiers de gens effectivement donc guéris du cancer en stade terminal. Mais j'ai demandé tout de suite au professeur Pujol de bien vouloir m'en sélectionner donc 12. En fait, on en a gardé que 11 au final, qui font partie donc notamment du livre. Et de façon à pouvoir être certain que c'était bien des gens qui avaient un cancer et qu'ils étaient bien en stade terminal. C'est-à-dire qu'en gros, on n'avait plus aucune solution thérapeutique à leur proposer. Alors au départ, votre thèse devait s'intéresser aux effets favorables des méthodes dites parallèles sur le cancer, mais vous y avez renoncé aussi. Non, c'est pas que j'y ai renoncé, c'est que je ne voulais pas faire une thèse statistique. Tout de suite, effectivement, quand j'ai apporté les 250 dossiers de par le monde que j'avais réussi à récupérer, le professeur Pujol était absolument emballé. Il m'a dit c'est extraordinaire, on va essayer de savoir combien de cancers du sein ont guéri grâce à la méthode de Solomides ou grâce à la méthode de Beljanski ou je ne sais autre méthode. Et moi tout de suite j'ai dit au professeur Pujol, je vous ai bien expliqué mon sujet, mon idée c'est de faire un travail directement personnel, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est de rencontrer les gens et de leur poser en fait une seule et unique question: pourquoi avez-vous guéri du cancer et comment avez-vous réussi à vous guérir d'un cancer en stade terminal? C'était ça mon seul et unique objectif. Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les gens que vous avez interviewés et rencontrés ?
Alors c'était tout simple, hein. Donc d'abord, comme je vous ai dit, ça a été d'abord de rechercher des dossiers. Donc j'ai cherché des dossiers un petit peu partout, notamment dans toutes les archives hospitalières, hein. Et un petit peu comme n'importe quelle enquête de journaliste, vous allez de dossier en dossier, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah mais j'ai entendu parler d'une personne un tel qui effectivement se trouve, qui s'est fait soigner par tel ou tel hôpital ». Donc j'ai fait un tour d'Europe pour récupérer donc ces dossiers. J'ai fait plus de 250 000 km en voiture pour les récupérer. C'était un travail sur 2 ans à peu près. C'était très intéressant, mais vous donnez une petite polémique, hein, parce que ça va être un peu intéressant pour les auditeurs. C'est que malheureusement, je ne récupérais des dossiers que en très petit nombre. Pourquoi ? Parce que les archivistes me disaient « Vous n'avez vraiment pas de chance, docteur, mais ce dossier fait partie d'une aile des archives qui vient de brûler. » Alors, je disais, ah bon? Et puis vous retombiez sur une autre archive, et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'ailes d'archives qui ont brûlé dans les hôpitaux européens. Là-dessus, je vais m'en enquérir auprès du professeur Pujol. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Et il me dit, ah, zut, j'ai complètement oublié de vous donner la lettre carte blanche en indiquant spécifiquement que vous deviez aussi obtenir les dossiers marqués d'un point rouge. Les dossiers, à l'époque, marqués d'un point rouge, c'était des dossiers qui étaient interdits à la publication parce que trop polémiques. Et donc, j'ai pu récupérer ces dossiers. Donc, comme je te disais, Philippe, j'en ai récupéré donc 250 et que j'ai présenté donc au professeur Pujol. Et moi, je lui ai demandé donc une seule chose. Je lui ai dit, sélectionnez-moi parmi ces 250 dossiers, 12 dossiers qui soient carrés. Voilà. Je ne voulais pas qu'on me dise « Ah oui, mais bon, on a oublié tel ou tel traitement, on aurait pu faire tel ou tel examen, on aurait pu faire quelque chose. » Non, je voulais quelque chose qui soit carré. On sait que c'est un cancer stade terminal et c'est validé. L'idée, c'était qu'il soit vivant 10 ans après. Alors, il n'y avait pas d'idée particulière. Il fallait qu'il soit vivant, quelle que soit la durée. Ah bon, il n'y avait pas de durée du tout. Ouais. Non. Ils étaient toujours vivants. C'était forcément, puisque comme je vous les interviewer un mort est quand même difficile. Donc non, il fallait qu'il soit encore vivant. D'ailleurs, beaucoup le sont encore, hein, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc non, il fallait bien sûr qu'il soit vivant et que je puisse les interroger. C'est-à-dire qu'ils soient d'accord pour le faire et qu'ils soient d'accord pour faire partie de ce travail. Bon. On rappelle à tout le monde qu'un médecin ne demande jamais à un patient d'interrompre un traitement. Jamais. Ça, il faut être clair. Un médecin de ce nom ne dit jamais tu vas interrompre ton traitement pour aller... De toute façon, j'étais extrêmement, j'allais dire, pas gêné aux entournures avec ces dossiers-là, puisque de toute façon, c'était des gens qui avaient terminé leur traitement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus qu'en soins palliatifs. En gros, c'était des gens qui avaient vu leur cancérologue leur avait dit écoutez, monsieur, madame, je suis désolé, mais je n'ai plus rien à vous proposer. Je vais simplement vous recommander d'aller voir votre médecin généraliste. Je vais l'appeler pour lui dire que il faut vous prescrire un peu de morphine et que vous allez partir chez vous le plus sereinement possible au milieu des vôtres. Alors dans votre livre, il y a ces gens qui sont issus de votre thèse, mais il y en a une autre qui est arrivée après, qu'on vous a envoyée, qui est tombée du ciel. Tout à fait, exactement. Une Chilienne. Voilà. Alors la Chilienne est absolument un cas extraordinaire, parce que ça, il faut vraiment le lire parce que c'est édifiant quand vous voyez son histoire de vie. Je vais vous le faire en cours. C'est une Chilienne qui a été en fait pris. Collaboratrice d'Allende. Voilà, collaboratrice d'Allende, exactement, et qui s'est retrouvée emprisonnée dans les geôles de Pinochet et qui s'est retrouvée donc aux oubliettes pendant 23 ans et qui a été torturée jour après jour dans des conditions absolument atroces parce qu'en fait on voulait absolument la faire parler et absolument trouver des solutions et malheureusement trouver des adresses, des contacts, des choses parce qu'elle était très bien positionnée dans l'organigramme et les hiérarchies donc de Salvador Allende. Elle n'a jamais parlé et elle s'est fait donc torturer. Elle a vécu un enfer, il faut être très clair. Elle était enfermée dans une oubliette, parce que c'est une oubliette, c'est-à-dire c'est une cellule qui était en tête sans qu'elle le sache, qui était bien sûr au noir. Elle était sous une des artères principales donc de la capitale. Et c'était absolument épouvantable parce qu'elle pouvait entendre les talons aiguilles des femmes qui marchaient sur le trottoir juste au-dessus d'elle. Et elle essayait de crier, dire qu'elle était présente parce que bien entendu, personne
ne pensait qu'elle était encore vivante. Personne ne l'a cherchée. Sa famille la croyait morte parce qu'elle avait été complètement isolée. Et puis, elle était torturée tous les jours, dans des conditions absolument atroces. Quand moi, je l'ai interviewée, elle parlait très mal. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait plus de langue, parce qu'elle avait été brûlée par l'arc électrique, elle n'avait plus de sein, parce que ça avait été brûlé aussi par les arcs électriques, plus de parties génitales, brûlées par les parties électriques, etc. Donc c'était absolument un enfer. Et ce qui est le plus drôle, c'est que bien sûr, elle s'en est sortie avec sa force morale absolument hallucinante. Elle a réussi à s'en sortir, à tenir pendant ses 23 ans. Elle s'est trouvée donc libérée. Elle n'a pas décidé de reprendre des activités politiques avec la nouvelle équipe, mais elle a voulu s'intégrer, en fait, entre guillemets, dans un travail de recherche, de conseil, pour essayer de faire donc de la, comment on va dire, du pardon, le grand pardon, en fait, qu'on peut retrouver dans certains pays qui ont vécu des drames comme ça historiques. Et elle est partie à Paris, parce qu'elle était très francophile. Elle est partie à Paris faire des études. Et puis tout d'un coup, elle s'est sentie un petit peu fatiguée. Elle déclenche donc une consultation chez un médecin, et puis 2, puis 3. Et puis en fait, on lui dit, voilà, vous avez une leucémie aiguë. Vous avez quelques mois à vivre. Le seul traitement, c'est de vous mettre dans une chambre stérile. En gros, c'est-à-dire de vous mettre dans une bulle. C'est-à-dire de vous renfermer dans une oubliette. Voilà. De vous supprimer de contact avec l'étranger, avec l'extérieur, pardon. Et là, elle a dit non. Je ne supporterai pas. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est sa démarche absolument hallucinante. Elle a compris pourquoi, en fait, elle avait cette leucémie. Et quelque chose qui a été extrêmement surprenant, elle a décidé de prendre l'avion, de revenir donc au Chili, de s'adresser au directeur de la prison où se situaient ces 2 tortionnaires, puisqu'en fait il y avait 2 geôliers principaux qui étaient mis en prison et qui avaient été ces tortionnaires. Bien entendu, tout le monde était sur le branle-combat, on dit ça y est, elle va les tuer, elle vient se venger. Elle vient se venger, etc. Et, excusez-moi, et très bizarrement, elle les a on a accepté qu'elle ait une interview avec eux, enfin plutôt un entretien avec eux. Et elle leur a dit, écoutez, voilà, je ne pourrai jamais oublier bien sûr ce que vous m'avez fait. Ce que vous m'avez fait, c'est absolument horrible. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui soient capables de faire ça. Mais je vous pardonne. Elle est venue leur pardonner. Voilà. Et quelques mois après, elle a guéri. Voilà, et mon invité aujourd'hui est le docteur Yann Tiberghien, médecin généraliste qui publie « Ils étaient tous condamnés, 11 miraculés racontent » aux presses du Châtelet. Donc vous avez rencontré des malades qui étaient atteints d'un cancer incurable, condamnés par la médecine et qui s'en sont tous sortis de façon inexpliquée. Alors, vous les avez tous interviewés. Est-ce que pour vous, ils ont tous guéri de façon inexpliquée ou leur guérison, elle est explicable ? Alors oui, elle est explicable, mais en fait, il faut d'abord revenir un petit peu à ce que c'est que le cancer. Le cancer, Il est trop fort, vous voyez, il est trop fort. Il m'a dit, on va revenir sur ce que fait le cancer, ah ben on y va. Eh ben écoute Philippe, voilà, tu seras entendu. Non, vous êtes vraiment trop fort là, cette maîtrise. Bon alors pourquoi alors c'est une question qui vous obsède depuis longtemps et c'est une question que c'est un débat que j'ai souvent avec le professeur Joyeux, parce que c'est une question qu'il se pose souvent. C'est quelles sont les causes du cancer et est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on a un cancer? Alors voilà. En fait, le cancer c'est un véritable défi pour notre civilisation. Cette maladie, elle concerne, comme vous le savez, malheureusement de plus en plus d'êtres humains pour diverses raisons. Mais le gros problème, c'est que pour moi, on n'en recherche plus vraiment la cause. On n'en recherche plus vraiment la cause parce qu'en fait, on tente de le stopper, on tente d'en réduire l'impact sur la santé des patients par différents moyens. En gros, on va utiliser 3 grands moyens qui sont donc le poison, la chimiothérapie, et on va utiliser le feu, la radiothérapie, et on va utiliser le couteau, la chirurgie. Alors bien entendu, tous ces moyens se développent de façon absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a plein de domaines scientifiques qui permettent d'améliorer de plus en plus la puissance du couteau, la puissance du poison ou la puissance de la radiothérapie, mais on est extrêmement à la limite parce qu'on ne va pas à la cause réelle du cancer. On va avoir effectivement le professeur Joyeux, qui est qui est, comme vous savez, mon vice-président de thèse, donc c'est quand même quelqu'un que je connais très bien, et qui, lui, a essayé de travailler beaucoup à l'époque, avant le problème de la polémique sur les vaccins, il avait travaillé beaucoup sur la nutrition. Il a travaillé notamment beaucoup avec le docteur Kousmine, qui était une médecin très reconnue à l'époque sur justement l'approche nutritionnelle du cancer. Qu'on retrouve dans votre livre d'ailleurs. Qu'on retrouve effectivement dans le livre. Donc, mais voilà, donc la nutrition, certes, c'est quelque chose d'important, mais pour moi, le gros problème, si vous voulez, c'est que la médecine moderne a complètement abandonné
toute réflexion philosophique sur le domaine du cancer. Du temps d'Hippocrate, Platon et autres Aristote, médecins et philosophie, étaient intimement liés. C'est-à-dire qu'on ne parlait philosophie, cancer, maladie en même temps. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne parle que de choses pratiques, donc effectivement, de la nutrition, des traitements, etc. On ne va plus parler de la cause psychologique du cancer. On ne cherche donc plus la cause intrinsèque. Bien sûr, elle s'intéresse aux facteurs et aux conditions qui ont favorisé l'apparition d'une maladie, mais plus vraiment à ses causes. Et devant les mêmes facteurs et dans les mêmes conditions, un patient peut tomber malade et l'autre pas. Donc quelqu'un qui va mal se nourrir, quelqu'un qui va fumer ou qui va boire, effectivement, on va lui dire, si vous avez un cancer du poumon, monsieur, c'est parce que vous avez trop fumé. On est tout à fait d'accord. Mais pourtant, il y a plein de gens qui vont faire un cancer du poumon et qui n'ont jamais fumé. Et au contraire, il y a plein de gens qui auront fumé énormément, bien plus que de raison, et qui ne feront jamais un cancer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tabac n'est pas un facteur ou une cause du cancer. Ça peut être un facteur favorisant chez certains patients. Facteur de risque, oui. C'est un facteur de risque, mais ce n'est pas une cause. Et le problème, c'est qu'on confond très souvent facteur favorisant et cause. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que moi, j'ai été demandé à ces gens qui avaient guéri du cancer. C'est-à-dire que des gens quand même absolument extraordinaires. Et j'aurais posé qu'une seule et unique question. Je leur ai dit, mais je voudrais juste savoir que vous m'expliquiez pourquoi vous n'êtes pas mort du cancer. Et tous me répondaient, mais vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer. Alors je leur faisais répéter la question. Je leur dis, mais non, vous voulez dire tout simplement que vous avez réussi à guérir du cancer d'un stade terminal. Ok. Non, docteur, je vous répète, si j'ai guéri, c'est grâce au cancer. Si je n'avais pas eu ce cancer, aujourd'hui, je serais mort. Alors, à un moment donné, vous vous intéressez à la question psychosomatique de la maladie. Donc ça veut dire que si on a le pouvoir de déclencher et de créer une maladie, ça veut dire qu'on aurait le pouvoir de se soigner? Exactement. C'est ça que ça veut dire? C'est que ça marche à l'aller et que ça marche au retour? Exactement, bravo. Là, c'est que vous avez tout compris exactement. Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. En fait, tous les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont eu une démarche commune, tous. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment commun à tous. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé et donc de leur maladie. Ils ont, loin de se sentir coupables, ils ont décidé de ne pas se considérer comme des victimes. Ils ne sont pas des patients, ils sont des acteurs. Ils sont devenus responsables de leur santé. Le gros problème de la médecine d'aujourd'hui, de la médecine dite moderne, les médecins, on vous appelle, les malades, nos patients. Entre guillemets, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soyez patients, et nous les médecins, nous les docteurs, nous allons être au-dessus de vous, et nous allons vous piloter. Et notamment quand un malade commence à titiller un petit peu le médecin en disant « Oui, mais bon, moi, vous savez, j'aimerais bien m'intéresser un peu aux médecines alternatives, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu autre chose. » Le médecin vous tense en disant « Non, écoutez, vous faites que ce que je vous dis et vous oubliez, vous n'êtes qu'une victime de votre maladie et restez donc patient et ne faites rien. » Et vous ne dites pas « Vous êtes victime de votre maladie ». Un petit peu. Parce que vous êtes patient. Parce que vous devez rester patient. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'apprend plus aux gens à devenir acteurs et devenir responsables. Ça ne veut pas dire être coupable, être responsable. Être responsable, c'est reprendre en main votre vie de façon à pouvoir changer les donnes, changer la donne qui vous a amené à tomber malade pour pouvoir guérir. Et c'est ça qu'on va dire tout à l'heure. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ces patients que vous rencontrez, vous les appelez les témoins, vous, dans votre livre. Comment est-ce qu'ils accueillent le diagnostic? Alors, ils n'ont pas tous le même âge, parce qu'il y a quand même des enfants. Comment est-ce qu'ils accueillent le diagnostic de la maladie? Alors, c'est extrêmement variable. D'accord, c'est extrêmement variable.
Prenons un cas par exemple intéressant, c'est le cas de la guérison de Lourdes. C'est un... Il y en a 2 dans votre livre. Oui, donc on va dire c'est celui donc du sarcome de la hanche. Ce patient donc est chasseur alpin, il a 22 ans, en pleine santé, en pleine force physique, il est vraiment dans les commandos, enfin ça fonctionne vraiment très très bien pour lui, et il déclenche une petite douleur au niveau de la hanche. Il consulte les médecins militaires puisqu'il est italien, du sud de l'Italie. Il consulte les médecins militaires qui tout de suite lui disent c'est pas bon, etc. Et on lui a diagnostiqué donc un sarcome de la hanche. Le sarcome de la hanche, c'est un cancer donc de l'os qui mange en fait petit à petit l'os en gros. Et progressivement, à l'espace de quelques mois, il se retrouve à avoir une disparition totale de son bassin et disparition totale de son fémur. Il restait qu'un bout de tiers inférieur du fémur qui était relié par des masses fibreuses informes au niveau donc du corps. Vous imaginez la jambe qui ballotte. Bien entendu, il était maintenu donc dans ce qu'on appelle un système donc plâtré qui permettait de maintenir la jambe à son corps et dans d'atroces souffrances. Et ce patient, il accueille la maladie comme il le peut, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il sait qu'il va en mourir et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce patient n'est absolument pas croyant. Bon, ok, mais il habite dans un village qui, lui, est un village du sud de l'Italie extrêmement dévot. Vous savez, c'est les petits villages qu'on voit un petit peu dans ce qu'on voit chez Pagnol. En Sicile. Voilà, en Sicile. Il est un petit peu, si vous voulez, dans un village, si vous voulez, un petit peu dévot. Et puis, bien entendu, on peut imaginer que lors du sermon, un dimanche à la messe, le curé parle que dans sa paroisse, il y a un monsieur qui souffre énormément. Et la paroisse devient solidaire de ce cas et progressivement, donc, et monter une quête et monter une sorte de caisse commune de façon à ce qu'on puisse amener ce patient en pèlerinage à Lourdes. Je précise que ce patient est chasseur alpin, il n'est absolument pas croyant, il n'est pas anti-clérical, il est tout simplement agnostique. Et ce patient est un petit peu surpris qu'on l'emmène à Lourdes, mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, il y va, etc. Et là, il me dit, au moment où je suis baigné dans les bains de Lourdes, je ressens une révélation. Quelque chose d'absolument énorme. En quelques secondes, je comprends de façon intime pourquoi je suis malade. Je sais que ta question suivante, c'est, mais dites-nous pourquoi. Il n'a jamais voulu me le dire. Il n'a jamais voulu me le dire. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, il a voulu garder ça pour lui. Parce qu'il m'a dit, ça, c'est mon histoire. C'est ma chose. C'est ce que je veux garder à l'intérieur de moi. Et il est devenu absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est reparti chez lui. Bizarrement, on a fait des radios de suivi. Il avait de moins en moins mal. Eh ben, Philippe, je vais te le donner en mille. Son fémur a repoussé. Son bassin s'est reconstitué. L'articulation de la hanche s'est reconstruite. Et pour être certain que c'était bien une nouvelle hanche, on pouvait faire des comparaisons de radios. Et comme c'était un militaire, on avait beaucoup de radios avant donc sa maladie. Donc on avait une hanche qui était donc à l'origine et sa nouvelle hanche était construite de 3 cm au-dessus de la précédente. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu redevenir chasseur alpin parce qu'il boitait. Et qui boite toujours aujourd'hui. Luigi, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lourdes, quand il y a une guérison miraculeuse, eh bien vous êtes, il y a une commission, vous passez devant une commission, et votre guérison, si elle est vérifiée comme miraculeuse, eh bien vous êtes reconnu par Lourdes comme une guérison miraculeuse, et c'est donc son cas à lui. Tout à fait, exactement. Donc là, c'est très intéressant parce que là, c'était des dossiers extraordinaires parce qu'ils avaient été scannés par je ne sais combien de grands professeurs et je ne sais combien de gens qui pouvaient essayer de trouver la moindre faille pour dire que c'est expliqué. D'accord. Or, malheureusement, on était bien obligé à ce moment-là, sur certains dossiers, de constater qu'il n'y avait absolument aucune explication. Et donc, l'Église les classifiait donc de miracles, de Lourdes. Mais on en a effectivement des miracles à Lourdes, mais on en a aussi chez Fatima, on en a d'autres dans d'autres religions, d'autres au Portugal, oui. Et on en a même d'autres dans la religion musulmane, etc. On a quel que soit, entre guillemets, les religions, on a des sanctuaires, on a des endroits, mais c'est valable de nos jours, mais c'est valable aussi de tout temps, où on avait des guérisons absolument extraordinaires liées, alors pourquoi pas, effectivement, donc à la religion, à la croyance ou pas.
Voilà, on s'intéresse à ceux qui sont condamnés par la médecine. Alors, dans le livre de mon invité de ce matin, le docteur Yann Tiberghien, ils sont tous atteints de cancer en phase terminale, condamnés par la médecine, et ils ont tous guéri, voilà, de façon inexpliquée, en tout cas par la science. Mais la science n'a pas toujours réponse à tout. Est-ce que vous avez compris, vous, docteur, quel est le processus de fonctionnement de la guérison ? Alors là, on touche un sujet extrêmement compliqué parce que, comme on dit, c'est non expliqué par la science et on se retrouve donc extrêmement dans une situation où il faut trouver des processus explicatifs qui vont forcément pas être validés et qui vont pas être prouvables. Vous avez quand même essayé, en les rencontrant tous, de voir à peu près qu'est-ce qu'ils avaient de commun. Voilà. Le commun, en fait, en gros, c'est qu'ils ont compris que leur cancer était une chance pour eux, était un moyen pour eux de comprendre pourquoi ils étaient donc malades et qu'ils ont réussi à changer leur sens de la vie. En gros, si vous voulez, ils étaient coincés dans une impasse. Ils fonçaient à toute vitesse vers le mur du fond de l'impasse et ils savaient qu'a priori, ils allaient s'exploser contre le mur puisqu'on leur disait qu'il était en stade terminal. Et ce sont des gens qui ont eu la force, le courage, l'énergie, la compréhension, la clairvoyance, je ne sais comment est-ce qu'on peut appeler ça, de comprendre qu'il fallait arrêter la voiture qui allait se taper contre le mur, faire demi-tour, sortir de l'impasse pour reprendre une voie différente. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ils se disent « non, je ne vais pas mourir » ? Eh bien justement, ils étaient prêts à mourir à chaque instant. C'était ça, à partir du moment où ils acceptaient la possibilité de mourir, qu'ils ont pu en guérir. Et je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. C'est à partir du moment où ils ont accepté l'idée que la mort n'était pas quelque chose d'horrible, mais était quelque chose de positif, qu'ils ont pu changer le sens de leur vie. En gros, ils s'étaient fourvoyés, ils avaient une certaine mission à remplir dans leur vie, et malheureusement, les événements, les choses qui se sont passées autour d'eux, etc., ont fait qu'ils ont été déviés de cette mission. Et ils ont compris que c'est cette déviation, que c'est ce changement de voie qui ont fait qu'il fallait qu'ils reviennent en arrière pour reprendre une autre mission. Mais c'est sûr que... Souvent au service des autres malades, d'ailleurs. Voilà, au service des autres malades, ça peut être effectivement des thérapeutes, ça peut être des non-thérapeutes, ça peut être, donc, comme je vous disais tout à l'heure, des chasseurs alpins, donc des gens qui étaient dans l'armée, ou des hommes politiques, ou des femmes politiques en l'occurrence. Donc c'est pas un problème. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que dans cette quête de sens, dans ce changement de mode de vie, mon hypothèse, ça a été d'émettre l'hypothèse, mon hypothèse, ça a été l'idée que il y avait peut-être une résonance émotionnelle qui s'était produite chez ces patients. C'est-à-dire que tous ont changé donc de mode de vie, ont compris pourquoi ils étaient malades et qu'il fallait donc, grâce à ce message que la maladie leur délivrait, changer. Et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente. Et c'est là que, quand vous êtes devant cette question, c'est comment est-il possible qu'en changeant votre état d'esprit, il est possible que vous guérissiez votre corps physique. C'est quand même absolument hallucinant. C'est-à-dire que la science ne connaît pas ni de neurones, ni de système hormonal, ni même de système lymphatique, ou ni même de système énergétique, ni même de quoi que ce soit qui lie l'esprit et le corps. Quand on parle d'une maladie psychosomatique, pour l'immense majorité des médecins, et donc de certains des patients, la maladie psychosomatique, c'est quoi ? Mais monsieur, vous êtes fou, c'est dans votre tête. D'accord ? Vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie psychosomatique. Or, quand vous prenez l'étymologie du texte, l'étymologie du terme, psycho, ça veut dire psyché, esprit, soma, ça veut dire corps, c'est-à-dire c'est la relation qu'il y a entre l'esprit et le corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand le professeur Pujol m'a dit, mais ok, j'ai pas compris comment marche cette relation entre le psyché et le soma. Et vous allez devoir mouiller le maillot et vous allez devoir trouver une explication. Et alors, quels sont les 7 somas que vous avez identifiés ?
Alors, il y a, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué à la radio. Mais alors, si vous voulez bien, on est tout à fait capable de comprendre. Donc, on a un peu de temps pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, si vous voulez bien. D'accord. S'il vous plaît. Mais attends, vous venez de Saint-Barth. Très volontiers, Philippe. En plus, je vous ai dit que c'était la partie qui m'avait le plus intéressé dans votre livre. Exactement. J'espère que ça va intéresser aussi nos auditeurs. Et surtout, expliquez les 7 étapes un petit peu, parce que ça, c'est intéressant. Alors, en gros, je ne vais pas expliquer les 7 étapes, mais je vais vous expliquer, si vous voulez, en gros, qu'il y a dans le corps, probablement, on va dire, parce que c'est encore une fois de la théorie, il n'y a pas que le corps physique. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez le corps physique, celui qu'on touche, celui que vous avez, que vous connaissez, il n'y a pas de souci particulier, il existe. Mais en fait, au sein de ce corps, il y a beaucoup de corps énergétiques. Alors, donc, vous en avez cité 7, mais moi, j'en ai cité 7, mais vous pouvez en trouver 9, 10, 12. Ça dépend beaucoup des systèmes éducatifs, ça dépend des religions, ça dépend des philosophies. Mais on sait très bien qu'il y a des corps qui sont donc successifs, qui s'ajoutent à l'intérieur de ce corps physique. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, chaque corps, plus vous allez descendre dans la vibration, plus il va devenir matériel, plus il va devenir ralenti. Et le corps physique, c'est le corps énergétique le plus lent qui soit, parce qu'il est considéré, et il se considère, et il constitue de la matière. La matière, si vous voulez, en gros, comment on va dire ? Elle peut se situer, par exemple, dans 3 états. Vous prenez de l'eau, j'allais dire, vous avez effectivement de l'eau qui est sous forme de glace. La glace, c'est effectivement le corps physique. C'est quelque chose qui est extrêmement dure, vous pouvez la toucher, vous ne pouvez pas la traverser avec le poing, parce qu'elle est très dense, elle est très compacte. Le froid fait qu'en fait, elle a ralenti sa vibration, et donc elle s'est solidifiée, elle est devenue matière. Mais si vous la chauffez un petit peu, c'est-à-dire que si vous augmentez un petit peu sa vitesse de vibration, si vous augmentez sa fréquence vibratoire, elle va devenir plus ténue, elle va pouvoir espacer ses molécules, elle va devenir liquide. Liquide, ça reste quand même quelque chose de physique, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Vous pouvez même essayer de prendre un plat quand vous plongez dans votre piscine et que vous faites un plat, vous vous rendez compte que l'eau, c'est pas que liquide, ça fait mal, d'accord ? Parce que c'est dur. Mais cette eau, vous la chauffez, et qu'est-ce qu'elle devient ? Elle devient de la vapeur. Elle devient quelque chose de ténu, elle devient un gaz. Alors là, par contre, vous savez très bien qu'elle est dans l'air, votre gaz. Elle est là, votre eau, mais vous ne la voyez plus. Elle n'existe plus, a priori, mais pourtant elle est toujours là. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la possibilité donc d'avoir un corps physique, mais vous avez aussi plein de corps énergétiques qui vont monter de vibration. Et quand vous avez ces montées vibratoires, eh bien en fait, vous avez, si vous voulez, différents types de corps. Et c'est ce que j'explique la cascade énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous allez changer votre émotion, lorsque vous allez changer votre état d'esprit, vous allez atteindre effectivement des corps très ténus, très hauts dans la vibration. Et en changeant votre état émotionnel, en changeant ce niveau vibratoire, en le rendant positif et non malade, eh bien cette information va pouvoir descendre sous forme d'une cascade énergétique, progressivement de corps en corps, pour venir effectivement guérir le corps physique. Quand vous prenez par exemple une suite de cascades, vous prenez des bassins donc de rétention avec une cascade avec un bassin du haut et jusqu'au bassin du bas. Si vous mettez un colorant bleu par exemple ou un colorant rouge dans le bassin supérieur, progressivement, qu'est-ce qui va arriver ? La coloration va atteindre le bassin inférieur, puis le bassin inférieur pour arriver au dernier bassin. C'est exactement la même chose. Si vous changez votre état émotionnel dans vos corps élevés sur le plan spirituel, vous allez pouvoir guérir votre corps physique. Et moi, ce que j'ai compris des exemples que vous donnez dans votre livre, c'est que vos témoins n'ont pas changé pour guérir, ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route dans leur vie. Ils ne se sont pas dit, tiens, je vais mettre au point une technique pour me guérir. À aucun moment. Aucun moment. C'est juste qu'ils ont changé leur façon de vivre au quotidien. Exactement. Ils ont compris, tout simplement, qu'ils étaient malades, ils devaient mourir, parce qu'entre guillemets, ils s'étaient fourvoyés de voix. Alors, ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas les 7 points pour guérir quand on est condamné et atteint d'une maladie incurable. C'est pas du tout ça, le but de votre propos. Non, tout à fait. Les patients, en fait, si vous voulez, ils ont su bouger leur vie. C'est vraiment le terme. Ils ont su bouger leur vie. Mais, en gros, leur enseignement intéresse tout le monde. Mais il ne faut surtout pas croire qu'ils ont la recette miracle. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre dans le livre, c'est qu'ils vous apportent leur témoignage. Pourquoi ils ont voulu parler ?
Parce qu'ils se sont dit, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est que mon expérience de vie, mon expérience extraordinaire de vie, eh bien effectivement, serve à tout le monde. Mais je ne veux pas non plus être, tout simplement, le guérisseur. C'est pas moi. C'est à chacun de se guérir par lui-même et de trouver des solutions, parce que malheureusement, je ne te le souhaite pas, bien sûr, Philippe, mais tu es un cancéreux en puissance. Tout le monde est un cancéreux en puissance. Je vous confirme que oui. Alors là, franchement, vous ne pouvez pas mieux tomber. D'accord. Tout le monde est un cancéreux en puissance. Et l'idée, si vous voulez, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce cancer qui nous menace tous. Pourquoi ? Parce qu'il est important de comprendre que c'est une maladie qui doit être un message. Que c'est un message et pas une punition. Et c'est ça. Exactement. Et c'est ça qu'ils comprennent. Sauf que le jour où ça vous arrive, vous avez du mal tout de suite à vous dire que c'est un message et pas une punition. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, avant ça, il y a quand même un cheminement. Docteur, si vous voulez bien. Tout à fait d'accord. Il y a quand même ce cheminement. Il y a déjà l'accueil du diagnostic. Qui fait que finalement, en plus, le Toubib, on voit dans votre livre, hein, tout le monde n'emploie pas le bon mot, le mot cancer. Exactement, parce que ça fait peur. Voilà, il faut être très clair que pour ce livre doit intéresser effectivement tout le monde, comme je vous disais, les malades, bien sûr, hein, ceux qui le savent, ou donc, comme je vous disais, ceux qui l'ignorent encore, mais bien sûr les familles, qui, pour eux, c'est un poids très lourd parce qu'ils doivent entourer leurs proches atteints d'un cancer. Bien entendu, ça va être aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent à la maladie elle-même, à son sens, qui s'interrogent sur le pourquoi devient-on malade, alors que d'autres ont une santé de fer. Et puis, bien entendu, à tous les thérapeutes qui s'intéressent à ce sujet et veulent encore apprendre un peu plus pour améliorer cette prise en charge. Mais, en fait, l'idée de ce livre, c'est pourquoi attendre d'être malade pour faire toutes ces prises de conscience. En fait, on n'a pas besoin d'être malade pour ça. On doit essayer de comprendre pourquoi on est sur cette bout de terre, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on y fout, est-ce qu'on est là juste, entre guillemets, pour, manger, dormir, se reproduire de temps en temps, encore pas souvent, mais bon, on essaye un petit peu quand même. Mais puis, on parle à la radio, et puis on bosse, et puis pourquoi ? À la fin, de toute façon, on va tous au même endroit. Si on ne s'est pas servi de ces petites choses pour essayer de faire évoluer les choses, pour essayer de comprendre, pour grandir nous-mêmes, c'est qu'on a raté notre vie. C'est tout un cheminement, une réflexion. Alors, j'espère que l'émission vous aura fait réfléchir ce matin. Cheminez, vous pourrez la réécouter en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent la vidéo. Est-ce que vous avez tout dit, Doc ? Parce que là, vous n'allez pas me dire après, parce que vous êtes à Saint-Barth, j'ai oublié de dire ça. Hein. Ah non, mais là, vraiment, Philippe, on a été au loin du sujet et je pense que maintenant, il faut lire le livre et vous aurez plein de choses. Vous reviendrez. De toute façon, vous m'avez promis, puisque en fait, vous continuez à travailler sur le sujet. Alors, l'émission donc en podcast et puis sur la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez voir cette vidéo, la commenter et poser vos questions. Le docteur Tiberghien y répondra. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Docteur. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, faut dire au revoir là. Pardon, au revoir, chers auditeurs. Désolé, j'étais déjà en train de ranger mes affaires. Il est déjà parti, le docteur. Et vous qui nous avez prêté vos oreilles, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.